Les avions sont considérés comme le mode de transport le plus sûr. Ils peuvent rencontrer des turbulences, voire s'écraser. Mais ce qu'ils ne savent pas faire, c'est disparaître sans laisser de traces. Cependant, l'histoire du vol MH370 remet cette règle en question. Dans la nuit sombre de mars 2014, un immense appareil Boeing 777 avec 239 personnes à bord a littéralement disparu, ne laissant presque aucune trace. Ce cas est rapidement devenu l'une des énigmes les plus fascinantes de l'histoire de l'aviation. Plusieurs pays se sont engagés dans l'enquête sur la disparition du MH370. Des années et des centaines de millions de dollars ont été dépensés. Mais même aujourd'hui, plus de 10 ans plus tard, personne, des autorités officielles aux passionnés sur les forums, ne peut dire avec certitude ce qui s'est passé. De nombreuses théories ont été avancées. Peut-être que l'avion a été détourné par des terroristes? La technologie a-t-elle failli? Le capitaine a-t-il décidé de mettre fin à ses jours? A-t-il été frappé par la foudre? Ou un météore? Ou l'appareil a-t-il été abattu par des militaires? Les professionnels du secteur aéronautique sont convaincus qu'un grand avion moderne ne peut tout simplement pas disparaître sans explication. À bord se trouve un équipement avancé, au sol des radars, et dans l'espace, des satellites. Tout cela permet de savoir exactement où se trouve l'avion à chaque instant du vol. Même en cas de catastrophe, les systèmes enregistrent le lieu, l'heure et souvent même la cause. Mais ce n'est pas le cas pour le vol 370. Après des années, personne ne sait ce qui lui est réellement arrivé. Nous allons tenter de percer le mystère du Boeing malaisien disparu. Reconstituons le parcours chronologique complet du vol MH370, examinons les rapports officiels, analysons les théories les plus populaires et essayons de comprendre où se cache la vérité. Une nuit tranquille et un vol ordinaire. Le 8 mars 2014, rien ne laissait présager le drame. Le MH370 décollait à 00h41 de Kuala Lumpur à destination de Pékin. C'était un vol quotidien ordinaire de Malaysia Airlines. Environ 5,5 heures de trajet l'attendaient. La météo était excellente. Les prévisions annonçaient seulement quelques zones de légère turbulence. Rien d'inhabituel pour un avion moderne. L'avion était piloté par le commandant expérimenté Zahari Ahmad Shah, un vétéran de 53 ans, avec plus de 30 ans d'expérience chez Malaysia Airlines, y compris de nombreuses années de pilotage sur Boeing 777. Le copilote était Farik Abdul Hamid, âgé de 27 ans, avec environ 4 ans d'expérience. Pour Farik, c'était un vol d'entraînement sur le Boeing 777. Il n'avait effectué que quelques vols sur ce type d'appareil auparavant. Néanmoins, sa présence même dans le cockpit d'un grand avion moderne témoignait de ses hautes qualités professionnelles. En plus des 2 pilotes, l'équipage comptait 10 membres, chacun ayant entre 10 et 30 ans d'expérience, une équipe très qualifiée. À bord de l'avion se trouvaient 227 passagers provenant de différents pays, dont presque 2 tiers étaient des citoyens chinois. Avant le décollage, le MH370 a été ravitaillé avec une quantité de carburant suffisante pour environ 7,5 heures de vol, soit quelques heures de plus que ce qui était nécessaire pour le trajet jusqu'à Pékin. Ce type de réserve est une procédure standard. À l'époque, cela semblait n'être qu'un détail technique ennuyeux, mais par la suite, chaque petit fait prendra de l'importance. Un autre détail important est le timing des événements. À 00h40, heure locale, le vol MH370 a reçu l'autorisation de décoller et a commencé à monter en altitude. L'avion a atteint un niveau de croisière de 35 000 pieds, environ 10,5 km, l'altitude de croisière standard.
Les communications avec le sol se déroulaient normalement. La voix du capitaine était calme et assurée, sans aucune anomalie. L'avion apparaissait parfaitement sur les écrans radars, et durant les premières minutes de vol, rien de suspect ne s'est produit. Cependant, seulement 7 minutes plus tard, le premier épisode étrange s'est produit. À 00h47, le capitaine du vol a soudainement repris contact et a signalé que l'avion maintenait une altitude de 35 000 pieds, bien que cela ait déjà été confirmé auparavant. Un deuxième tel rapport n'était clairement pas nécessaire et semblait inhabituel. Pourquoi a-t-il fait cela? Il pouvait y avoir plusieurs raisons possibles, nous en parlerons plus tard. Mais juste après cette communication superflue, des événements véritablement inexplicables ont commencé à se produire avec le vol MH370. Dernier contact et disparition. Environ 11 minutes après cette étrange répétition de l'altitude, l'avion a atteint la frontière entre la Malaisie et le Vietnam, survolant la surface sombre de la mer de Chine méridionale. Le contrôleur, à Kuala Lumpur, a transféré le vol 370 sous le contrôle des services aériens vietnamiens. Il a demandé à l'équipage de prendre contact avec le centre de contrôle à Ho Chi Minh Ville et a pris congé. Le capitaine Zahari a répondu par un au revoir calme et habituel. Cependant, même dans ce dernier message radio, il y avait un moment curieux. Le contrôleur malaisien a dicté au pilote la fréquence pour communiquer avec le Vietnam, quelques chiffres, et selon le protocole, Zahari devait la confirmer en la répétant à voix haute. Il ne l'a pas fait. Quoi qu'il en soit, aucun mot n'est plus jamais parvenu du bord du MH370. L'avion n'a pas réussi à établir de contact avec les contrôleurs vietnamiens. Presque immédiatement après le message d'adieu, l'avion a disparu des écrans radars. C'est à ce moment-là qu'est née l'une des plus grandes énigmes de l'aviation mondiale. Les premières hypothèses, accident ou plan d'évasion. L'avion a disparu, et la première explication qui vient à l'esprit, il a probablement chuté dans l'océan là où il a disparu des radars. Cependant, il est rapidement apparu que le vol 370 a passé encore plusieurs heures dans les airs, après avoir disparu des écrans. De plus, le point où l'appareil a cessé d'être observé s'est avéré pratiquement idéal, comme si quelqu'un avait intentionnellement voulu rendre l'avion invisible. À ce moment-là, le MH370 avait déjà quitté l'espace aérien de la Malaisie, mais n'était pas encore officiellement entré dans la zone de responsabilité du Vietnam. En un mot, la disparition s'est produite à un moment parfait, juste entre deux zones de contrôle. Tout ce qui est arrivé à l'avion après sa disparition des radars est ensuite devenu le sujet d'enquêtes de plusieurs années, de débats et même de théories du complot. Nous nous appuierons sur des faits, et il y en a eu beaucoup au fil des ans. Mais pour commencer, il convient de comprendre ce que signifie réellement l'expression « disparu des radars ». Que signifie « disparu des radars » ? Comment un immense avion de ligne parvient-il à disparaître des écrans des contrôleurs? En fait, un avion de passagers est pratiquement visible par les systèmes de contrôle au sol pendant tout le vol. Mais il existe deux types de radars. Le premier type est celui des radars terrestres classiques, ces fameuses antennes rotatives en forme de disque. Ils émettent un signal et captent l'écho renvoyé par l'avion. Cette technologie est assez ancienne. Elle ne fournit qu'une localisation approximative et une altitude de la cible, et a un rayon d'action limité. Aujourd'hui, les contrôleurs aériens misent principalement sur le deuxième type de radar, un système qui reçoit le signal de l'avion lui-même. Chaque avion de ligne
est équipé de transpondeurs spéciaux qui transmettent automatiquement aux stations, au sol des informations sur l'appareil, sa position exacte, coordonnées, son altitude, sa vitesse et d'autres paramètres. Grâce à cela, par exemple, fonctionne le service populaire Flight Radar. Tout un chacun peut suivre en temps réel sur une carte où volent les avions de passagers à travers le monde. Disparaître des radars dans le contexte de l'aviation moderne signifie cesser de transmettre des données, des transpondeurs. Cela ne peut se produire que dans deux cas. Soit tous ces émetteurs embarqués sont tombés, en panne simultanément, soit quelqu'un les a manuellement désactivés. Dans une telle situation, l'avion n'est plus visible sur les écrans des services au sol, excepté sur les anciens radars primaires, et encore avec de grandes imprécisions. En réalité, c'est exactement ce qui est arrivé au MH370. Son signal a disparu des radars civils peu après la dernière communication. Confusion au sol et heure perdue. Au sol, personne n'a d'abord réalisé qu'il s'était passé quelque chose d'inhabituel. Le contrôleur malaisien à Kuala Lumpur était visiblement occupé avec d'autres appareils et n'a pas immédiatement remarqué la disparition du signal du MH370. Lorsque l'absence de l'avion sur l'écran a été constatée, le contrôleur a pensé que l'appareil avait simplement quitté sa zone de responsabilité et volait dans l'espace aérien vietnamien. En même temps, les contrôleurs vietnamiens ont enregistré que le vol 370 était entré dans leur espace aérien, puis a également disparu des écrans. Selon les règles, si un avion ne parvient pas à établir le contact, ils doivent informer leurs collègues à Kuala Lumpur dans un délai de 5 minutes. Cependant, cela n'a pas été fait. Au lieu de cela, le personnel à Ho Chi Minh Ville a tenté pendant environ 20 minutes de contacter l'appareil par radio. Ce n'est qu'après un temps précieux qu'ils ont informé leurs collègues malaisiens qu'ils avaient perdu le contact avec le vol. La partie malaisienne a alors contacté la compagnie Malaysia Airlines, qui a d'abord assuré que tout allait bien. Selon leurs données, l'avion volait selon le plan quelque part au-dessus du Cambodge. Comme il s'est avéré plus tard, ces données étaient basées non pas sur la position réelle du MH370, mais sur un plan de vol préétabli. Néanmoins, vers 2h du matin, tous les services étaient convaincus que le vol se déroulait normalement. Aucun d'eux n'a prêté attention aux marques à peine visibles des anciennes stations radar. Selon celles-ci, un certain avion poursuivait son vol, mais dans une direction complètement différente de celle que le MH370 aurait dû emprunter. En raison de toute cette confusion, personne n'a donné l'alerte à temps. Selon le protocole, si un avion de passagers disparaît des radars, les autorités aéronautiques doivent en être informées dans l'heure. Mais dans le cas du MH370, un temps précieux a été perdu. L'appareil n'a été officiellement déclaré disparu que 4 heures plus tard, lorsqu'il n'a pas atterri à l'heure prévue à Pékin. Ce n'est qu'à ce moment-là que la situation est devenue critique. Bien sûr, les premières recherches ont commencé là, où l'avion avait perdu le contact, dans la mer de Chine méridionale. Plusieurs dizaines d'avions et de navires de Malaisie et du Vietnam ont ratissé d'immenses zones au-dessus et sous l'eau. Aucune trace du MH370 n'a été trouvée. Un retournement inattendu, le parcours secret du MH370. Ce n'est que plusieurs jours après la disparition du vol que les chercheurs ont réussi à rassembler les fragments de données éparpillés et à découvrir une vérité choquante. Le MH370 avait tout ce temps volé dans une direction complètement différente de celle prévue. Les données des radars primaires restants et les informations militaires
ont permis de reconstituer une trajectoire approximative de vol après la perte de contact avec les radars civils. L'avion a effectué un virage brusque de presque 180 degrés dans la zone entre le Vietnam et la Malaisie, puis a traversé le territoire malaisien, contourné la partie insulaire de l'Indonésie et a tourné rapidement vers le sud. Après cela, le Boeing 777 a volé encore plusieurs heures directement vers l'immensité de l'océan Indien, jusqu'à ce qu'il disparaisse définitivement de la portée des radars. Cette étrange trajectoire indiquait une chose. Ce qui s'était passé n'était presque certainement ni un accident, ni une défaillance technique fortuite. L'avion ne s'est pas écrasé soudainement, mais a délibérément changé de cap et a poursuivi son vol. En d'autres termes, tout semblait être une opération bien planifiée. Mais pourquoi? Dans quel but? Et où enfin se trouve l'avion et les plus de 200 passagers? Chercher une aiguille dans une meule de foin n'est pas une tâche facile. Mais c'est bien pire lorsque l'on ne sait même pas où se trouve la meule. C'est à peu près dans cette situation que se sont retrouvées les autorités malaisiennes, réalisant que le MH370 avait disparu non pas là où on l'avait initialement cherché. De plus, le premier rapport sur la manœuvre inattendue du vol 370 n'est pas venu de responsables officiels, mais de journalistes ayant obtenu l'information par leurs propres canaux. Ce n'est qu'après cela que les fonctionnaires malaisiens ont été contraints de confirmer « Oui, les données des radars indiquent un itinéraire complètement différent de celui de l'avion après sa disparition des écrans. » Les données satellites, l'hypothèse de l'accident est écartée. De manière inattendue, la société satellitaire Inmarsat de Londres a fourni un indice clé dans l'enquête. Bien qu'elle ne s'occupe pas du suivi des vols, ces données, combinées aux informations radar, ont permis de reconstituer l'intégralité du parcours de l'avion disparu, tout en écartant plusieurs hypothèses simples sur ce qui s'était passé. Le vol MH370 a été conditionnellement divisé en deux parties. La première partie, environ 40 minutes de vol normal jusqu'à la désactivation des transpondeurs, et encore environ 1 heure après, est connue avec certitude grâce aux données des radars civils et militaires. La deuxième partie, environ 6 heures de vol vers le sud, a été reconstituée à partir de faibles signaux satellites. L'hypothèse la plus évidente, au départ, était qu'une situation d'urgence s'était produite à bord. Par exemple, un incendie ou une défaillance de l'électronique qui avait interrompu les communications. Cependant, l'analyse de la trajectoire et des détails techniques a en fait écarté l'hypothèse d'un accident fortuit. Voici quelques faits importants. Les transpondeurs du MH370 ont cessé d'émettre un signal, non pas instantanément et simultanément, mais progressivement. D'abord, une partie de l'équipement a été désactivée, puis, 37 secondes plus tard, le reste. Un tel scénario progressif ressemble beaucoup plus à une désactivation manuelle des systèmes qu'à une défaillance soudaine due à un incendie ou à une explosion. Le virage brusque de l'avion presque à 180 degrés a été effectué manuellement par quelqu'un. Des tests ultérieurs ont montré que le pilote automatique du Boeing 777 ne peut pas exécuter un tel manœuvre aussi serré automatiquement. Cela signifie que quelqu'un était aux commandes et a délibérément fait pivoter l'avion à ce moment-là. Si un accident s'était produit à bord, par exemple un incendie, il serait logique de supposer que l'équipage, en tournant l'avion, aurait tenté d'atterrir d'urgence sur l'aérodrome le plus proche. Mais le MH370, après avoir fait demi-tour, n'a pas tenté d'atterrir. Il a continué à voler heure après heure. Ce comportement ne correspond pas à un scénario où les pilotes
essaie de sauver l'avion d'un accident. Sur la partie de la déviation de cap qui a été suivie par les radars au sol, l'avion volait avec de légères oscillations de cap, comme s'il était légèrement dirigé de temps en temps. De telles déviations sont typiques d'un pilotage manuel et écartent pratiquement l'hypothèse que les pilotes aient perdu connaissance, par exemple à cause de la fumée ou d'une dépressurisation. Tous ces faits indiquent une chose: le MH370 n'est pas devenu la victime d'une défaillance technique accidentelle ou d'une erreur de pilotage. L'avion a été délibérément dévié de sa trajectoire et a poursuivi son vol sous le contrôle de quelqu'un. Des recherches sans précédent et des débris de l'avion. Les efforts ultérieurs pour retrouver le MH370 se sont transformés en l'une des opérations les plus vastes de l'histoire. Au cours des 2 premiers mois suivant la disparition, des dizaines d'avions et de navires de plusieurs pays ont parcouru des centaines de milliers de kilomètres carrés. Ils ont cherché là où il était logique d'attendre des débris. D'abord dans la mer de Chine méridionale, au point de perte de contact, puis dans la mer d'Andaman, dans la zone où l'avion a été détecté pour la dernière fois par les radars militaires. Et enfin, dans la partie sud de l'océan Indien, lorsque des données des satellites Inmarsat ont émergé. Le résultat fut nul. Après 2 mois de tentatives infructueuses, les efforts principaux se sont concentrés sur des recherches sous-marines au fond de l'océan. On supposait que le Boeing s'était écrasé quelque part dans le sud de l'océan Indien, très loin des côtes. L'Australie a rejoint l'opération, disposant d'équipements plus avancés pour le scans en profondeur. L'objectif principal était de retrouver les enregistreurs de vol, boîte noire, de l'avion. Pendant plusieurs années, les chercheurs ont méthodiquement exploré des centaines de milliers de kilomètres carrés du fond océanique, dépensant plus de 100 millions de dollars. Mais ils n'ont trouvé absolument rien. Après un certain temps, la Malaisie a fait appel à la société américaine privée Ocean Infinity pour les recherches, avec la condition d'une récompense uniquement en cas de succès. En 2018, ces navires ont exploré à nouveau la zone supposée de la chute, et encore une fois, sans résultat. Néanmoins, en juillet 2015, 16 mois après la disparition de l'avion, la première véritable preuve est apparue. Sur la plage de l'île de la Réunion, dans l'océan Indien, des travailleurs locaux ont trouvé un grand débris d'aile de l'avion, le soi-disant flaperon. Les numéros de série ont confirmé qu'il appartenait bien à ce Boeing 777 du vol MH370. Au cours des années suivantes, environ 2 douzaines de fragments de l'appareil ont été découverts sur la côte de Madagascar et des îles environnantes. Seuls quelques-uns d'entre eux ont pu être identifiés avec certitude comme des parties de l'avion disparu. Les autres appartenaient très probablement également à celui-ci. Il n'y avait pas d'autres Boeing 767 disparus dans cette région. Il est important de noter qu'aucun des débris trouvés n'a montré de traces d'explosion ou d'incendie. Cela a encore renforcé l'hypothèse selon laquelle la tragédie du vol 300 Wastedi était le fait d'un acte humain, et non le résultat d'une explosion à bord ou d'une attaque par missile. De plus, des analyses satellites avaient déjà presque certainement établi que l'avion avait terminé son vol dans la partie sud de l'océan Indien. L'étude des courants océaniques a montré que les débris devaient effectivement être entraînés au fil du temps vers les côtes de l'Afrique de l'Est, ce qui s'est produit. En 2018, les autorités malaisiennes ont publié le rapport final de l'enquête, près de 450 pages. Malheureusement, il a peu éclairci la situation. Le document relatait principalement les caractéristiques techniques du Boeing 767,
la chronologie des recherches et les données radar disponibles. En conclusion, il était indiqué qu'il n'avait pas été possible d'établir les véritables causes de la disparition de l'avion. Néanmoins, même dans ce document, qui était en réalité inutile, il a été reconnu que la désactivation des transpondeurs et d'autres systèmes de suivi à bord avait probablement été effectuée manuellement par l'un des membres d'équipage. Et nous nous souvenons tous que cela a été fait à l'endroit le plus idéal, entre les zones de contrôle, afin que l'avion puisse disparaître sans être remarqué. Reste la question principale: qui a fait cela et pourquoi? Théories, rumeurs et conspirations. En l'absence de réponse claire, de nombreuses théories ont émergé autour du MH370, les plus variées, allant des explications professionnellement fondées aux idées franchement fantastiques. Beaucoup de ces versions reposent sur l'analyse des faits disponibles et des calculs mathématiques de la trajectoire. Elles ont été avancées par des pilotes en activité et retraités, des ingénieurs aéronautiques, des experts en sécurité. Les arguments de ces spécialistes ont en grande partie été évoqués précédemment et seront encore abordés par la suite dans notre récit. En même temps, de nombreux scénarios spéculatifs ont émergé, que l'on peut classer parmi les théories du complot. Certains d'entre eux sont devenus si populaires qu'ils ont servi de base à de grands documentaires, comme la série sur le MH370 sur Netflix. Voici quelques exemples de ces versions. Abattu par des militaires. Selon une théorie, le vol MH370 aurait été abattu par les militaires américains depuis la base de Diego Garcia, située sur un atoll dans l'océan Indien. Pourquoi? Soit parce que l'avion était censé attaquer cette base secrète, soit parce que les militaires l'ont pris pour un appareil hostile, ne répondant pas aux demandes. Après cela, affirment les partisans de cette théorie, les données radar auraient été falsifiées et les débris auraient été jetés dans l'océan pour dissimuler la vérité. Vol vers le nord. Une autre hypothèse soutient qu'après avoir fait demi-tour au large des côtes indonésiennes, l'avion ne se serait pas dirigé vers le sud désertique, mais aurait volé vers le nord et se serait écrasé quelque part en Asie centrale, par exemple dans la région du Kazakhstan. Le problème de toutes ces théories est qu'elles contredisent les données objectives au sein de la communauté aéronautique professionnelle de différents pays. Il n'y a pratiquement pas de désaccord concernant le véritable itinéraire du MH370. Celui-ci a été calculé mathématiquement à partir des signaux satellites et des repères radars, et aucune trajectoire alternative ne correspondant pas à la direction sud n'est confirmée par les faits. Cependant, même les pilotes, les plus expérimentés et les enquêteurs ne peuvent toujours pas dire avec certitude ce qui s'est réellement passé à bord de ce vol nocturne. Différentes hypothèses existent concernant la séquence des événements et les motivations. Examinons les versions les plus probables de ce qui a pu se passer. Version: une intervention extérieure est peu probable. La première pensée lors de telles catastrophes mystérieuses est: n'a-t-il pas s'agi d'un détournement d'avion par des terroristes? Les détournements d'avions se sont malheureusement déjà produits dans l'histoire. Il suffit de se rappeler l'affaire D.B. Cooper en 1971 ou la tragédie du 11 septembre 2001. Cependant, dans le cas du MH370, la version d'un détournement par des tiers semble extrêmement peu probable. Voici pourquoi. La cabine de pilotage était pratiquement inaccessible. Sur le Boeing 777, la porte de la cabine est équipée de serrures renforcées et de systèmes de contrôle. Les pilotes peuvent voir sur une caméra qui se trouve derrière la porte. De plus,
La première disparition de l'avion des radars s'est produite seulement quelques minutes après que le capitaine a dit au revoir au contrôleur aérien de manière ordinaire. Il est peu probable qu'un passager ait eu le temps d'entrer dans la cabine durant ce laps de temps, surtout sans aucun bruit ou signe de lutte. Moment parfaitement choisi. La disparition du MH370 s'est produite exactement entre les zones de responsabilité de deux pays. Il est difficile de croire que des détournateurs occasionnels aient pu choisir un moment aussi opportun pour couper les communications précisément dans la zone aveugle entre la Malaisie et le Vietnam. On a l'impression que la personne qui a planifié cela connaissait les horaires et les frontières de contrôle. Absence de signaux d'alerte. Si un malfaiteur avait pénétré dans la cabine, les pilotes auraient eu la possibilité de lancer un signal de détresse en appuyant sur quelques boutons et en transmettant un code de détournement. Cela ne prend que quelques secondes. Mais aucun code d'urgence ou message non prévu n'a été émis par le MH 370. Le sabotage de l'équipement est peu probable. Théoriquement, il est possible de désactiver les transpondeurs et les communications en s'introduisant dans le compartiment technique sous le plancher de la cabine. Cependant, il est extrêmement difficile d'imaginer qu'un malfaiteur ait ouvert une trappe dans le sol et ait manipulé l'électronique sous les yeux de 200 passagers et que personne n'ait rien remarqué. La vérification des passagers n'a rien donné. Les enquêteurs ont examiné en détail les biographies des 239 personnes à bord, y compris l'équipage. Il a été découvert que 2 passagers voyageaient avec des passeports volés. Il s'agissait de jeunes gens originaires d'Iran. Cependant, l'enquête n'a pas révélé de lien avec des terroristes. Il est plus probable qu'ils souhaitaient simplement émigrer et cherchaient un refuge. Personne d'autre parmi ceux qui se trouvaient à bord n'a suscité de soupçons, absence de revendications et de responsabilité. En général, les organisations terroristes revendiquent les attentats ou émettent des exigences. Dans le cas du MH 370, il n'y a eu ni déclaration de groupe quelconque, ni ultimatum formulé. L'avion a disparu, et personne n'a affirmé que c'était son mérite. Une telle anonymité n'est pas caractéristique des attentats organisés. Il convient de mentionner que des versions ont même été avancées concernant une sorte d'intervention hautement technologique. Par exemple, que le contrôle de l'avion aurait été piraté à distance ou qu'une nouvelle arme aurait été testée à son bord. Cependant, les spécialistes rejettent de telles idées. Il n'existe actuellement aucun moyen réaliste de prendre complètement le contrôle d'un avion moderne depuis l'extérieur, encore moins de manière discrète. Tous les faits indiquent que le contrôle du MH 370 était exercé directement depuis la cabine de pilotage. Ainsi, la version la plus complexe reste celle-ci. Quelqu'un parmi les 2 pilotes du vol serait impliqué. Mais qui exactement? Le commandant ou le copilote? Et pourquoi? Lorsque le pilote devient lui-même le détournement. L'idée qu'un pilote d'avion de ligne aurait délibérément détruit son appareil semble folle. Mais, malheureusement, l'histoire a déjà connu de tels cas. 1999, vol 990 d'Égyptair, New York, Le Caire. 30 minutes après le décollage, le Boeing 767 s'est écrasé dans l'océan Atlantique. L'enquête américaine a conclu qu'il s'agissait d'un acte intentionnel du copilote qui avait désactivé le pilote automatique et dirigé l'avion vers le bas. 217 personnes ont perdu la vie. 2014, vol 702 d'Ethiopian Airlines, Addis Abeba, Rome. Pendant le vol, le commandant est sorti aux toilettes et le copilote a immédiatement verrouillé la porte, prenant le contrôle à son tour. Il a redirigé le Boeing 767 vers l'aéroport de Genève, où il a atterri en toute sécurité et a demandé l'asile politique en Suisse.
aucun passager n'a été blessé. 2015, vol November 525 de Germanwings, Barcelone, Düsseldorf. Le copilote a attendu que le commandant sorte aux toilettes, a bloqué la porte de la cabine et a délibérément dirigé l'Airbus A320 vers le bas. L'appareil s'est écrasé dans les Alpes, faisant 150 victimes. La raison de cet acte, comme l'a révélé l'enquête, était de graves problèmes mentaux que le pilote avait cachés à son employeur. Ce ne sont là que quelques exemples. Chacun de ces cas a choqué l'opinion publique et a conduit à un renforcement des contrôles des pilotes. Cependant, il confirme que les pilotes sont aussi des êtres humains, avec leurs propres problèmes, et que parfois le facteur humain peut se transformer en catastrophe intentionnelle. C'est pourquoi, dans l'enquête sur le MH370, les personnalités des 2 pilotes ont été examinées avec une attention particulière. Leur biographie, dossiers médicaux, état psychologique, relations familiales, situation financière, tout a été étudié de près. Le copilote, sans signe de malveillance. Le copilote du vol MH370, Farik Abdul Hamid, âgé de 27 ans, ne semblait pas, à première vue, correspondre au profil du méchant. Sa vie se déroulait avec succès. Selon l'enquête, Farik s'apprêtait à se marier prochainement et sa carrière était en plein essor. On venait de lui confier le poste de copilote sur l'un des plus grands avions du monde, le Boeing 777. À son âge, c'est une nomination très prestigieuse, ouvrant la voie à un avenir brillant dans l'aviation. Néanmoins, l'enquête a cherché tous les indices possibles, et un détail étrange a tout de même été trouvé. Dans le rapport des enquêteurs malaisiens, il est mentionné qu'après que l'avion a dévié de son itinéraire prévu, le téléphone mobile du copilote s'est soudainement activé. En survolant l'île de Penang, Malaisie, l'iPhone appartenant à Farik s'est brièvement connecté au réseau cellulaire. Ce n'était pas un appel, simplement une connexion avec une antenne terrestre, signifiant que le téléphone était allumé. Selon les règles, les appareils personnels des pilotes doivent être éteints pendant le vol. Par conséquent, soit quelqu'un a allumé le téléphone de Farik après tous les événements survenus, soit lui-même a tenté d'utiliser la connexion pour appeler quelqu'un ou signaler une urgence. La véritable raison de ce court signal reste inconnue. Il est curieux de noter que l'information concernant l'iPhone du copilote n'a pas été rendue publique immédiatement. Elle a filtré dans la presse par le biais d'une fuite de documents internes de l'enquête. Ces données n'ont même pas été incluses dans le rapport officiel final. On ne comprend pas pourquoi les autorités malaisiennes ont décidé de cacher un fait qui semblait si inoffensif. Cela a suscité une nouvelle vague de soupçons à l'égard de l'enquête. Mais aucune preuve directe contre Farik n'a été trouvée. Aucun indice n'a été découvert indiquant que le copilote aurait pu planifier un détournement ou un suicide. Par conséquent, l'attention s'est principalement tournée vers la figure du commandant de l'équipage. Le commandant de l'équipage, principal suspect. Zahari Ahmad Shah, le commandant de 53 ans du MH370, ne correspondait pas non plus, à première vue, à l'image d'un détournement secret. C'était un pilote très expérimenté. Plus de 30 ans dans la compagnie aérienne, il commandait un Boeing 777 depuis la fin des années 1990. Sa réputation était impeccable. Marié, père de 3 enfants. Aucun problème financier ou médical n'a été identifié. Ses collègues le décrivaient positivement, soulignant son équilibre avant le départ. Ni dans le comportement de Zahari, ni dans les enregistrements vidéo de l'aéroport, les enquêteurs n'ont remarqué quoi que ce soit d'étrange. Ni expression faciale, ni geste qui pourrait indiquer du stress
ou un état inhabituel. Pendant son temps libre, le capitaine s'intéressait à l'électronique et pilotait chez lui sur un simulateur de vol. Il avait même sa propre chaîne YouTube pour les passionnés d'aviation. Il semblait donc que Zahari n'avait également aucun motif pour provoquer une catastrophe. Cependant, plusieurs faits découverts ont fait du commandant le principal objet de soupçon. La presse a relayé des rumeurs selon lesquelles la vie personnelle du pilote n'était pas sans accroc. Il aurait apparemment séparé de sa femme et aurait eu une liaison. Ces informations n'ont pas été officiellement confirmées par la famille. Il convient donc de les aborder avec prudence. En revanche, une preuve vraiment intrigante a été les données provenant du simulateur de vol domestique du capitaine. Parmi des centaines de fichiers sauvegardés, ainsi que supprimés, de vols d'entraînement, les enquêteurs ont trouvé un itinéraire qui se terminait dans la partie sud de l'océan Indien, à peu près au même endroit où, selon les calculs, le MH370 a disparu. En d'autres termes, Zahari a modélisé sur son ordinateur un vol qui ressemblait de manière suspecte à celui de l'avion disparu. Les détails de cette découverte donnent des frissons. Contrairement à la plupart des autres vols virtuels du capitaine, cet itinéraire sur le simulateur n'avait pas de point d'atterrissage final. En général, un pilote, lors de ses entraînements, choisit un aéroport et y effectue un atterrissage. Mais lors de cette session, Zahari répétait sans cesse le décollage et un long vol vers nulle part, jusqu'à épuisement complet du carburant, sans atterrissage. De plus, comme il s'est avéré, le capitaine avait tenté d'effacer ces données, mais les experts ont réussi à les récupérer. Au départ, les autorités malaisiennes n'étaient pas pressées de rendre cette information publique. Les données concernant le trajet étrange ont filtré dans la presse à partir de documents non publics de l'enquête, et ce n'est qu'après cette fuite que les responsables ont reconnu. Oui, sur le simulateur domestique de Zahari, un vol similaire par sa trajectoire avait effectivement été sauvegardé et supprimé par le pilote lui-même. Dans leur rapport, les enquêteurs ont conclu qu'il pourrait s'agir d'une simple coïncidence, sans lien avec la tragédie du MH370. Certains experts, indépendants, ont également accepté cette conclusion, arguant qu'il existe de nombreux itinéraires que les passionnés d'aviation modélisent. D'un autre côté, plusieurs spécialistes estiment que la probabilité d'une coïncidence accidentelle est extrêmement faible. Si le capitaine avait répété à l'avance le vol fatal, cela expliquerait beaucoup de choses. Il n'existe pas de preuve directe de la culpabilité de Zahari Ahmad Shah. On ne peut pas affirmer à 100% que c'est lui qui a organisé le détournement du vol 370 et a conduit à la destruction de l'avion. Nous n'avons que des indices indirects. Mais une chose est certaine, celui qui a orchestré tout cela était parfaitement préparé et savait exactement ce qu'il faisait. Au vu de l'ensemble des faits, le capitaine correspond le mieux à cette description. Conclusion, le mystère reste non résolu. À ce jour, l'enquête est officiellement arrêtée et les recherches actives ne sont pas menées. Aucun corps n'a été retrouvé. Tous les débris disponibles, environ 20 fragments, n'ont pas fourni de réponse claire sur la cause de la catastrophe. Cela signifie que ni les proches des 239 disparus, ni l'opinion publique mondiale ne savent ce qui s'est réellement passé et pourquoi. De nombreux experts, indépendants, s'accordent à dire que l'avion s'est écrasé quelque part dans la partie sud de l'océan Indien, mais il reste encore flou sur la manière dont la phase finale du vol s'est déroulée. L'avion aurait pu simplement descendre en douceur en épuisant tout son carburant, ou il aurait pu être délibérément dirigé vers le bas par le pilote.
Ce détail pourrait éclairer les motivations derrière cet événement, mais il ne pourrait être connu qu'avec la découverte des enregistreurs de vol, ou au moins de l'emplacement exact de l'accident. Il est presque certain que durant les 2 dernières heures, le vol MH370 a volé à la lumière du jour. Cela signifie que celui qui était aux commandes, probablement la seule personne encore vivante à bord, a rencontré le lever du soleil tout en continuant à mettre en œuvre son sinistre plan. Le seul espoir de résoudre complètement ce mystère réside dans la découverte de fragments plus significatifs de l'avion, comme les enregistreurs de vol. Cependant, compte tenu des vastes étendues de l'océan et des coûts colossaux, il est peu probable que de telles recherches soient relancées dans un avenir proche. Cela signifie que le cas du vol MH370 demeure et restera peut-être à jamais l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'aviation.